Chers amis, chers camarades, ça y est, notre mouvement de gauche a réussi à réunir toutes les conditions pour pouvoir présenter des listes à l'Europe, au fédéral et au régional, partout. Si cela a été possible, c'est grâce à vous, grâce à l'ardeur militante, au travail magnifique, extraordinaire que vous avez mené en très peu de temps. Et ici, je voudrais rappeler qu'un certain journaleux disait en décembre que le mouvement de gauche était fini, qu'il était condamné à la mort pure et simple. Alors la réponse que nous lui donnons aujourd'hui est exactement le contraire. Le mouvement de gauche est bien vivant et il va le montrer. Et c'est vrai que par rapport à d'autres, par rapport à Syriza, par rapport au Front de gauche, par rapport au CDU, nous avons un certain retard. Ah, c'est ainsi, même si ce pays, la Belgique, qui a été le premier à faire sa révolution industrielle après la Grande-Bretagne, eh bien, le parti ouvrier belge, le premier parti socialiste, est né en 1885, alors que la révolution industrielle était achevée pour l'essentiel en 1830. Et donc, nous avons peut-être un certain retard. Mais ce retard, nous allons le combler. Et que voyons-nous aujourd'hui? Beaucoup y ont insisté. Nous voyons en Europe, en Belgique, partout ailleurs, des politiques d'austérité. Et l'Europe, en définitive, qu'avons-nous vu? Qu'avons-nous compris aussi? Eh bien, qu'à travers son fameux TSCG, les eurocrates aiment beaucoup utiliser comme ça des acronymes, eh bien, TSCG, c'est le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance en Europe. Alors, ce traité, qu'est-ce qu'il comportait? 3 choses essentielles. La première, c'est cette fameuse règle dite d'or. Ah, quand on a constitué l'euro, on a estimé que le déficit ne devait pas dépasser 3% du produit intérieur brut. Ça n'a été respecté par personne d'ailleurs, y compris par l'Allemagne de Merkel à ces moments-là. Mais en attendant, maintenant, on veut beaucoup plus. L'Europe veut imposer beaucoup plus, à savoir 0,5% de déficit maximum autorisé. C'est un premier point. Ce qui signifie que partout, on impose la même politique, qui est une politique qui consiste à sabrer dans les dépenses publiques, à diminuer les salaires, à accroître le chômage. Et ça, c'est la politique d'austérité. Deuxième élément, qui est contenu dans ce TSCG, c'est le fait qu'en 20 ans, il faut ramener le déficit public à 60% du produit intérieur brut, c'est-à-dire ce qui est produit en une année dans un pays déterminé. Et si on prend la Belgique, avec ce résultat exceptionnel, parce que paraît-il le gouvernement Di Rupo était là pour réduire l'endettement, que constate-t-on? Eh bien, M. Di Rupo, c'est M. 100%. Il a réussi ce tour de force d'arriver finalement à porter la dette à 100%, même si par quelques artifices purement comptables, on est à 99,6. 99, comme diraient nos camarades français. Bien, donc, de ce point de vue-là, nous sommes à 100%. Eh bien, en 20 ans, il faut ramener cet endettement à 60%. Ce qui veut dire que chaque année, il faudra diminuer de 2% l'endettement. Et faites un petit calcul, cela signifie 7 milliards à 7 milliards et demi d'euros chaque année qu'il faudra aller chercher dans les poches de qui vous savez. Et chose plus grave encore, ça c'est le troisième élément, c'est qu'à travers ce TSCG, les différents pays, en tout cas les gouvernements de droite, sont privés de toute possibilité de mener une autre politique. Parce qu'en définitive, c'est ça qui est important, c'est le fait qu'à travers ce TSCG, on impose purement et simplement une politique de droite généralisée, une politique d'austérité. Et il est bien évident que si une force de gauche devait se heurter à ce problème, eh bien, qu'une chose à dire, non, nous ne respecterons pas les engagements soi-disant pris par des gouvernements qui de toute façon ne nous représentent pas. Non, nous n'accepterons pas les dictats
de cette Europe néolibérale. Non, nous n'accepterons pas que la Troïka fasse la pluie et le beau temps dans nos pays. Et ça aussi, c'est une politique de gauche authentique. Elle consiste en définitive à ne pas se soumettre aux oukases de la droite et de la finance internationale ici et en Europe. Alors les résultats de cette politique, ils sont clairs. Le camarade de Syriza les a bien décrits. Stéphane Bouquin aussi a parlé du fait que les soins les plus élémentaires, parfois, ne sont plus acquis en Grèce et que donc la vie, en définitive, est menacée purement et simplement. Alors, je ne vais pas faire de longs discours là-dessus, mais il existe, sur une porte d'un hôpital en Grèce, une petite feuille qui est écrite et qui est révélatrice. Et on peut lire sur cette feuille ceci. N'apportez pas des chocolats à vos proches, donnez-leur plutôt du papier toilette. Alors on en est là, c'est la manière dont se traduit cette politique néolibérale qui est appliquée partout et dont on voit les effets catastrophiques en Grèce et ailleurs. Maintenant, cette politique-là, c'est aussi celle que mène le gouvernement Di Rupo. Alors ce gouvernement, constitué après 541 jours très exactement de négociations, ce gouvernement associe les familles traditionnelles. Et je ne vais pas là non plus dresser un bilan complet, mais enfin je voudrais quand même rappeler quelques faits qui me paraissent essentiels. Le premier de ces faits, c'est le fait que, premier acte de ce gouvernement en décembre 2012, premier acte a été de faire quoi? Eh bien, de modifier le régime des pensions. Vous savez que le but ultime de la droite, qu'elle soit flamande, wallonne ou bruxelloise, que ce but ultime est d'en finir avec un système de répartition pour lui préférer un système de capitalisation, c'est-à-dire fondé, en définitive, sur les mouvements boursiers purement et simplement. Et donc, le premier acte de ce gouvernement Di Rupo a été de porter l'âge légal de la pension de 60 à 62 ans. Et ce n'est pas fini, mais c'est quand même significatif. Deuxièmement, les salaires. Ah, ça, il faut dire qu'ils y ont fait fort. En effet, ces salaires ont été bloqués pendant 2 ans, hors indexation, hors augmentation barémique. Tout cela, qu'est-ce que c'est? C'est manifestement une politique d'austérité aussi. Et enfin, troisièmement, que constate-t-on aujourd'hui? Eh bien, on nous annonce qu'on va nettoyer les statistiques du chômage. Et donc, en 2015, 55 000 chômeurs, demandeurs d'emploi, vont se retrouver hors du circuit. Bon, ça a l'air abstrait comme ça. Mais d'abord, ils se répartissent à raison de 32 000 chômeurs en Wallonie. Et aussi, quand on prend des chiffres, ça n'a l'air de rien. Nous sommes ici dans une commune, Arlon, où il n'y a pas un nombre très très grand d'habitants, mais rien que pour Arlon, ça fait 108 personnes qui vont se retrouver exclues des statistiques du chômage. Et qui iront où? Certaines au CPAS, d'autres nulle part, seront réduits purement et simplement à la misère. Parce que c'est ça aussi cette politique d'austérité, c'est la misère qui se généralise, avec tout ce que ça implique. Au Bange, notre conseil communal, pas moins de 84. Petite commune, 84 qui vont se retrouver dehors. Charleroi, 2466. Ça commence à devenir significatif. Liège, 2409, un peu moins, mais c'est aussi significatif. Et donc, cette politique-là, je sais qu'évidemment on va dire que le chômage, les chômeurs ne sont pas très populaires, qu'il y a une fraude sociale, etc. Mais la réalité, c'est qu'on va contraindre purement et simplement un certain nombre de personnes, contraindre à sombrer dans la misère et en définitive dans la pauvreté. Et ça ne réglera même pas le problème, parce que ça représente quelque chose qui est infime sur un plan
financiers. Non, ce qu'il s'agit de faire, c'est de montrer qu'il faut casser l'ensemble du mouvement des travailleurs, l'ensemble des syndicats. C'est ça le fond de l'histoire. Alors, face à une telle situation, face à une telle politique qu'on peut assurément qualifier de politique de bas de sens social, eh bien, il faut dire clairement qu'il faut arrêter le massacre. Arrêtons le massacre, effectivement. Et pour arrêter ce massacre, il y a deux éléments qu'il faut prendre en considération. Ces deux éléments sont, d'une part, les solutions que nous pouvons apporter, parce que nous sommes une force de proposition, et deuxièmement, ce sont les conditions politiques à réunir. Alors, les solutions que nous pouvons apporter, il y a, pour ce faire, un programme qui a été adopté par le mouvement de gauche, dans des conditions d'ailleurs difficiles, mais dans un débat intense. Il fait 65 pages, donc je ne vais pas me lancer dans les détails. Je prendrai simplement 3 points. Alors, ces points, c'est d'abord une opposition absolue à cette politique d'austérité. Pourquoi ? Ce n'est pas difficile à comprendre. Quand on diminue les traitements, quand on diminue les salaires, quand on envoie des gens au chômage, quand on ferme des entreprises, eh bien, ce qui se passe, c'est une diminution de la demande, et cela inclut ou contribue à ce qu'en définitive aussi, les recettes de l'État diminuent. Et donc, cette politique d'austérité, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est en quelque sorte la cure d'amaigrissement pour les amaigris. Ça ne marche pas. Et ce qui est curieux aujourd'hui, c'est que, généralement à gauche, on opposait à cette politique d'austérité une politique de demande qui consiste à relever le salaire, à relever les traitements, à stimuler la demande. Eh bien maintenant, figurez-vous, on entend à Hollande ou d'autres se mettre à dire qu'ils sont en faveur d'une politique de l'offre. Alors moi qui ai quand même quelques heures de vol, si je puis dire, je me suis souvenu que dans les années 80, il y avait effectivement des gens qui défendaient une politique de l'offre. On les appelait en anglais, parce que c'était des Américains ou des Anglais, on les appelait les supply-siders, donc les partisans de l'offre. Et savez-vous comment se nommaient ces partisans de l'offre ? Eh bien, je vous le donne en mille, c'était Reagan et Thatcher. Alors, 30 ans plus tard, on voit, et ce n'est pas une caricature, on voit la social-démocratie reprendre exactement le même type de politique de l'offre. Alors nous, ce qui nous différencie, c'est que justement, nous voulons une politique de la demande. Et une politique de la demande, cela signifie en l'occurrence ce que nous appelons une éco-relance. Alors, l'éco-relance, j'ai parlé tout à l'heure de la règle d'or. À la règle d'or, nous opposons la règle verte. Il est évident que pour produire, on fait évidemment utilisation d'un certain nombre de moyens de production, de matières premières, d'énergie, etc. Et que ce qu'on prend à la terre, disons, doit être reconstitué. S'il faut 13 mois, non pas 12 pour que ce soit reconstitué, eh bien très clairement, nous avons une dette écologique. Et donc ça, c'est notre grand principe, la règle verte.